Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission des formats Back Issues. Ils sont de retour, ça fait moins d'un mois qu'on s'était vu pour la dernière émission et donc on vous a promis cette année des formats plus nombreux et plus courts et malgré parfois des périodes un petit peu plus longues, on est toujours là, on répond toujours présent, la promesse est tenue et j'en suis ravi à titre personnel. J'espère que tu es content, toi aussi Corentin. Très content. Très content. On a réussi à tenir cette promesse-là et le début des formats thématiques. Le retour des thématiques. Il y en avait déjà avant, ils sont effectivement là. Il y en a eu 2 en début d'année, ce qui est donc déjà une augmentation de plus de 200% par rapport à l'année précédente. Et presque aucun retard sur les on-screen. Presque. Oui, après, il y a plein de choses qui manquent aussi qu'on n'a pas faites non plus, mais on va. Comme. Ah oui, Superman Lois, tu veux dire? Voilà, Superman Lois. Ça, c'est pour bientôt. Moon Girl et Devil Dinosaur. Pour bientôt aussi, quand tu veux. Moi, je suis à jour. Non, mais je sais bien, mais disons que là, en plus, on va avoir un grand trou d'adaptation d'ici l'année prochaine. Donc, en fait, ça va permettre de rattraper tout ce joli retard. Mais là, on est là pour parler. C'est dur, il y a Marvel Zombie. Pardon. Quand même. Pardon. Fais pas des blagues comme ça. Donc, on est là pour vous parler de bande dessinée. Les Back Issues, c'est quand on se réunit avec l'ami Corentin ici présent, on vous le présente plus, qui donc a lu des bandes dessinées comme moi. Et donc, on va vous en parler. On va vous dire ce qu'on en a pensé. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce qu'on vous le recommande ou pas? Bien entendu, vous serez ensuite libre de rejoindre la discussion en commentant l'émission sur nos réseaux sociaux, sur notre site, sur les plateformes d'écoute et en poursuivant également sur notre Discord qui est très actif et dans les channels Back Issues. Ça parle souvent des lectures, de ce que les gens lisent. Donc, ça fait déjà plaisir de voir un channel qui est très animé. On espère pouvoir contribuer à cette animation avec ce nouveau podcast. Alors, Corentin. Oui. On va commencer avec un titre d'horreur, un titre donc des comics indépendants. Ça s'appelle Le Studio. C'est écrit par Marguerite Bennett et c'est dessiné par Renato Guedes. Et donc, c'est la dernière nouveauté Bad ID qui nous parvient de chez Bliss Éditions. Donc, on vous rappelle que ça fait maintenant, c'est la 2e année consécutive que Bliss a l'exclusivité de l'édition des titres de Bad ID. Donc, une maison d'édition qui a été fondée par Dinesh Shamdasani et Warren Simons à l'époque, qui étaient donc les 2 grands pontes de la résurrection de Valiant de 2013. Ils sont partis de chez Valiant, ils ont dit on va continuer de faire des bons comics, mais on va le faire en indé. Au début, Bad ID, c'était vraiment l'éditeur qui avait une politique éditoriale très particulière, que des single issues, pas de version numérique, un nombre limité de stores qui acceptent, qui reçoivent leur titre. Ils ont assoupli leurs règles parce qu'ils se sont aussi heurtés aux réalités économiques et pragmatiques du marché. Et depuis, donc, il y a des albums qui existent, mais c'est en France qu'on les trouve, puisque aux États-Unis, alors ils font parfois des versions reliées, mais ils passent directement par Kickstarter aussi pour les avoir, mais sinon c'est toujours du single issues. Ils commencent à revoir un peu leur modèle, à s'adapter donc aux réalités du marché. Et donc nous, on a le plaisir depuis l'année dernière de voir ces titres arriver assez régulièrement, mine de rien. On a 1 à 2 albums, voire 3 par semestre. Donc là, on est avec Le Studio, donc c'est l'adaptation de The Lot en anglais. Donc un titre d'horreur. Corentin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle avant de nous exprimer ton avis sur lequel je crois on ne sera pas forcément d'accord? Ça parle alors effectivement d'une jeune femme qui est nommée présidente d'une division au sein d'un groupe de cinéma, donc elle hérite d'un studio dont elle a la charge et elle découvre qu'au sein de ce studio il y a un plateau de tournage, puisque la traduction de The Lot n'est pas le studio mais le plateau de tournage en vérité. Et ça c'est un hashtag cinéphile qui nous parle. On va en venir à la traduction juste après. Et donc en fait elle découvre que ce plateau de tournage a été utilisé par une sorte de secte qui comprenait un producteur, un financier, un réalisateur et un acteur dans les années 60-70 et qu'ils ont en fait commis des atrocités en tournant un film un peu maudit dont les copies ensuite ont disparu. Et on découvrira en cours de route qu'effectivement ils ont bien réussi à invoquer une créature malfaisante qui, maintenant que le plateau de tournage a été réouvert, peut s'échapper et retourner se répandre sur le monde et semer l'apocalypse, la mort, etc. Voilà. Je sais pas, tu me regardes avec des yeux bizarres. Avec des yeux qui t'invitent à poursuivre là ta présentation succincte de l'album. Alors pour le projet lui-même, donc voilà, on a l'héroïne qui effectivement incarne un petit peu aussi l'envie de changement à Hollywood. On sent que c'est un album qui répond aussi à des thématiques modernes. Après l'affaire Weinstein, après le mouvement MeToo, Black Lives Matter. Black Lives Matter aussi, effectivement, mais surtout la prise de conscience que Hollywood était globalement gouverné par des gens qui allaient faire des partous pédophiles sur l'île de Jeffrey Epstein, et que c'était un peu un problème, et que du coup, voilà, on propose des lectures un peu contre-culturelles pour revenir un peu aux origines du mal. Et là, en l'occurrence, dans le prisme, effectivement, d'un truc qui va justement parler
des vices fondamentaux. Donc, par exemple, le démon en question incarne les vices fondamentaux, incarne la corruption, entre guillemets, ce que vous êtes prêt à faire en échange de l'argent, de la fortune, de ce que vous désirez le plus, du talent, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Il y a une construction arcade qui est assez simpliste, en fait. À mon sens, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet album, en fait, parce que je ne peux pas le lire en VO, puisque Bad Idea ne propose pas de version numérique de ses singles et j'ai pas de libraire près de chez moi qui reçoit les numéros. Du coup, je dois me fier à la VF uniquement. Et je trouve que c'est une traduction qui est extrêmement lourde. Je veux pas jeter qui que ce soit sous le bus. Hein. Je sais pas qui a traduit l'album et c'est Lou. Pas mon problème. C'est Lou qui travaille avec Florent depuis quelques années maintenant. J'ai l'impression en assistant éditeur et éditeur maintenant aussi. Lou, ce n'est pas contre toi bien sûr, mais en l'occurrence, je trouve que c'est une traduction qui est très empoulée, qui limite fait du mot à mot par endroit et qui en fait arrive pas à rendre les dialogues fluides. Alors comme on se l'est dit avant le podcast, peut-être que c'est lié aussi à l'écriture de Marguerite Bennett, qui a toujours eu aussi une écriture un peu lourde, très dans la démonstration, très dans l'exposition un peu forcenée. Et très explicatif voilà, aussi. C'est très très explicatif, ce qui est un peu moi ce qui me rend le truc dommage, parce que généralement l'horreur, t'as pas besoin de mots en fait pour faire peur. Justement le ménage des silences, la place que tu vas laisser à ta créature, ce qui est très bien fait là par exemple quand on voit les extraits de films et l'apparition de la bête, les déformations et toute la violence qui passe par là, et en plus le trait de Renato Guedes qui est pour le coup magnifique. Pour moi c'est vraiment une expérience graphique ce projet, avec un photoréalisme sombre qui enveloppe un vrai travail sur les contrastes, sur le gris, sur les expressions physiques, sur les designs de la bestiole et tout. Ça c'est très bien fait. Par contre effectivement je trouve les dialogues limite parfois sans queue ni tête en fait, dans le sens où les interactions qu'elle a avec son assistant et sa meilleure amie, ça a l'air de sortir de la pire sitcom de Netflix. Alors peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. Et il y a des trucs qui vraiment des erreurs de trame, on va dire, qui m'ont un peu je dirais agacé. C'est une petite maison d'édition, Bliss, il y a pas de problème. J'avais pas eu ces problèmes-là avec Odin's Eye ou avec Pirate Queen. Enfin, Pirate Queen un petit peu plus quand même, parce que c'était beaucoup plus bavard, et en fait du coup t'as plus de place pour faire des contresens ou des trucs comme ça, mais ça m'était pas apparu autant. Là, comme c'est comme une BD qui dialogue beaucoup et qui souvent justement s'écoute parler, t'as besoin d'être immergé dans l'intrigue, et en l'occurrence moi c'est vrai que j'ai un problème bloquant par rapport à ça, donc je suis un peu obligé de le signaler parce que ça m'a un peu gâché ma lecture. En revanche, effectivement, voilà, si tu le prends comme une BD de pure horreur, et c'est là qu'après je vais te rendre la parole parce que c'est plus ton répertoire à toi, ça fait carrément le boulot. Le monstre, il fait peur. Enfin, il fait peur. Il est suffisamment bien designé pour imprimer la rétine. Il y a un vrai travail dans la construction des éclairages, effectivement des expressions physiques. Il y a un renversement au milieu d'album par rapport à la posture de l'héroïne, qui est plutôt inattendue et sympathique, même si on sait bien comment ça va finir, évidemment. Et puis, ouais, ce petit propos qui, moi, me séduit, mais en fait, je suis un peu déçu parce que, tu vois, par exemple, la fab, elle est magnifique, le dessin est magnifique. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un coup de cœur, ce projet, parce que c'est les thématiques qui me parlent. Tu vois, par exemple, dans Fatal ou dans Reckless de Brubaker, tu as des propos comme ça sur le Hollywood des hippies qui tournait mal. Fondu au noir, aussi, effectivement, ouais. Mais précisément sur cette période, tu vois, après l'assassinat de Sharon Tate, quand la secte de Manson avait un peu répandu son influence et que tu avais justement beaucoup plus d'expérience sur le satanisme avec le Son of Sam et tout, tu vois, qui après voilà infiltre Hollywood et le côté L'Oréal qui a fait un film maudit, secret, dont personne n'a jamais vu la bobine et tout, un peu comme dans La Nuit de la Goule quelque part aussi, tu vois, avec Henry Cavill et pardon. Tu vois, ça, elle était technique. Oui, je sais, mais moi, justement, ça me fait rire tout seul parce que je suis un gros débile. Mais du coup, effectivement, là, pour le coup, je m'attendais à ce que ce soit vraiment un coup de cœur, et je trouve, en fait, que ça va pas au bout de sa promesse, dans le sens où ça fait pas les bonnes recherches. En fait, ça parle plus du présent, en fait, que véritablement, justement, d'un moment historique précis, qui, moi, généralement, a tendance à plus me parler. Donc, c'est pas un coup de cœur, c'est une bonne BD. Encore une fois, la cover qui a été choisie est magnifique. Ouais, c'est une variante de Emily M. Carroll. Qu'on aura d'ailleurs le plaisir de retrouver chez 404 cet automne avec une invitée dans la demeure, superbe illustratrice, dessinatrice, autrice, enfin elle est vraiment très forte, et voilà, la couverture est incroyable. Je crois que la couverture en VO il y avait aussi le choix, il y avait de très belles couvertures, mais c'est vrai que là ils ont très bien fait le taf en prenant cette illustration. Et pour juste parce que je veux pas que ça passe pour le connard pédant de critique qui n'est jamais. Mais c'est ton rôle dans ce podcast, Corentin. Bah oui, mais non, parce qu'en fait, moi je ne suis qu'amour et toi tu n'es que. Je dis vraiment ça. Alors c'est extraordinaire blague, Arnaud. Je dis vraiment ça en tant que entre guillemets consommateur, fan de comics et compagnie. Je suis pas expert de la traduction. Enfin, moi, j'ai fait un peu de linguistique à la fac, mais on s'en bat les couilles, tu vois. Je suis pas personne n'est expert du dialogue français-anglais à moins d'avoir étudié et travaillé dessus.
En revanche, tu vois, moi, j'avais envie de citer justement, il y avait eu un débat sur les traductions d'Edgar Poe à une époque, justement, qui a été traduite par Baudelaire, qui avait considérablement retravaillé le texte pour ajouter ses propres influences, etc., ce qu'on appelle les belles infidèles. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent la traduction de Baudelaire, d'autres qui préfèrent les traductions qui ont été faites ensuite, qui sont beaucoup plus proches du texte de Poe. Moi, j'ai envie de dire, faut pas hésiter quand tu sens que tu n'auras pas la place dans une bulle ou que ça te paraît pas aussi fluide que ce que le sens anglais veut te dire, plutôt que d'essayer de coller vraiment au texte, de le retravailler, tu vois, de faire un truc qui limite paraisse plus oral français que justement fidèle. Des fois, je pense que c'est un choix qu'il faut faire. Mais encore une fois, je ne suis pas traducteur de comics. Toi, t'en as fait un petit peu, par exemple. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Des fois, quand tu sens qu'il faut adapter pour que ce soit plus digeste et que t'aies l'impression qu'un personnage vraiment humain a dit ça et pas un personnage traduit en français a dit ça, il faut pas hésiter vraiment à tordre, à mon avis, un peu le sens, quitte à ce que, effectivement, tu dois faire ce sacrifice-là, quoi. Et je pense que c'est ce qui a, du coup, bloqué avec le studio. C'est d'où les structures un peu empoulées dont je parlais tout à l'heure. Oui, non, mais je pense avec des phrases très très longues, et je pense que je vois en fait ce que tu veux dire dans des structures de phrases à rallonge en fait avec des locutions qui se répètent, enfin, et ouais, plutôt que clairement. Je sais que moi, ce que je fais quand j'ai ce genre de problème, en fait, c'est déjà, je sais que les Américains ou les Anglais, en fait, ont une façon d'utiliser. Bon, après là, j'ai plus mes cours de français en tête, quoi, mais en gros, où en fait, ton sujet va devenir complément, alors qu'en français, t'as plus juste le sujet, en fait, qui est bien présent, et que ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention dans tes phrases, et notamment avec les have been, machin, tu vois. Never have I ever. Ouais. Etc. Non, et puis t'as les idiomes, faut faire gaffe et tout ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué, et que quand t'as des phrases qui commencent à être trop longues, c'est mieux effectivement de les couper pour en faire plus deux. Après, je sais pas parce que je suis pas les crédits forcément de tout, mais il me semble que d'habitude c'était Florent Ossella qui traduisait les bandes dessinées, donc peut-être que c'est l'une de ses premières, et que bon, bah voilà, il faut aussi que jeunesse se fasse, et c'est en traduisant qu'on devient traducteur également, quoi. Après, franchement, alors moi j'ai plus c'est que mon avis, parce que par exemple, on a parlé avec Arnaud, lui il m'a dit il y a une ou deux coquilles, mais en fait moi j'ai relevé, c'est ça, le seul truc que je trouve dommage, c'est que j'ai relevé 2-3 coquilles au début, alors que j'en vois quasiment enfin il y en a chez tout le monde, quand il y en a chez Urban, il y en a chez Panini Delcourt, tout ça, quand tu les regardes, il y en a toujours une qui réussit. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui relisent ça pendant 3 fois minimum, et que ça passe toujours. Là, peut-être qu'il y a eu un rush de la prod et qu'il y a eu moins de relecture, je sais pas, mais ça c'est pas grave. Mais c'est vrai que mis à part ça, enfin j'ai pas été gêné outre mesure par plus que ça par les tournures de phrases, quoi. Mais c'est vrai que le fait de pas pouvoir avoir le comparatif avec les fichiers VO fait que tu sais pas en fait d'où ça viendrait, quoi. Est-ce que ce serait effectivement la traduction, ou est-ce que c'est le texte de base qui est déjà lourd? Et puis, mais Marguerite Bennett, dans mon souvenir, oui, c'est pas une scénariste très légère. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça. Elle brille pas forcément. Enfin, elle est pas mauvaise du tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que moi j'aimais d'elle. Notamment, elle avait fait un titre qui s'appelle Insects, qui était publié chez Aftershock, qui avait trouvé sa voix chez Snorgle à l'époque, qui était vraiment sympathique dans l'horreur. C'est le truc avec les insectes et le cul, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, c'est pour toi. Ça. Oui, c'est pour moi, toujours. Non, mais Marguerite, Cronenberg avec du cul. C'est ça. Non, mais Marguerite, c'est une autrice qui fait des trucs pour moi, clairement, en général. Et puis là aussi, pareil, tu vois, déjà, bon, tu l'as dit avant, c'est une expérience graphique. Oui, c'est une expérience graphique. C'est Renato Guedes. Alors, je sais plus ce qui est trop sur quoi on l'avait vu auparavant, parce que c'est pas un nom qui m'est inconnu du tout. Mais clairement, là, c'est un peu, pour moi, de ce que je connais de sa carrière, un peu une révélation, en fait. Je l'avais jamais. Renato Guedes? Il a fait du Bloodshot, non? Ah, mais c'était pour ça, oui. Il a fait Bloodshot Reborn, non? C'est pas ça? Non, Bloodshot Reborn, il y avait Miko Soyan, il y avait je sais plus qui. Écoute, je ne sais plus, mais là j'ai un trou de mémoire, donc je vais pas essayer de retrouver. Mais donc j'ai vraiment eu l'impression que c'était une révélation un petit peu pour moi. Il a fait Bloodshot Salvation. Il avait fait Bloodshot Salvation, donc c'était un entre-deux. Mais là, dans cette approche donc on l'a pas dit, hein, mais c'est en noir et blanc, c'est intégralement en noir et blanc. La façon dont il a de maîtriser les éclairages pour donner le relief au dessin, que tout soit lisible, en fait, c'est tout le temps lisible, en fait, sur cette tonalité. Bon, il y a un peu de tonalité en nuance de gris aussi, mais vraiment c'est hyper bien travaillé de ce côté-là, une approche très photoréaliste aussi. Mais je trouve qu'il fait pas une canivalet. Oui, mais sans être justement dans les excès qu'on peut reprocher à Bermero par rapport à ça. À Bermero, à Miko Soyan ou à Lewis La Rosa. Ouais. Des fois, c'est vraiment tellement photoréaliste qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a un décalage ironique au niveau de ce que tu perçois comme étant plus du tout un dessin, en fait. Que là, ça reste quand même assez travaillé dans les... Enfin, c'est assez expressif, en fait, surtout. Ouais, après, je soupçonne quand même d'avoir utilisé des modèles photos, clairement. Oui, très clairement. Les expressions du visage... Ouais.
Mais je sais pas si on parlera après de Free Agents, mais c'est pareil. Ça, c'est dans un autre back issues qu'on fera ça. Ouais. Mais c'est pas, ça n'est pas dérangeant. Je trouve que c'est super maîtrisé sur l'horreur, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont assez atroces, en fait, puisque, on est sur des bails de mecs qui se découpent eux-mêmes en morceaux, quoi, en fait, pour dire, voilà, ça peut aller vraiment très loin. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant par certains moments. Là, effectivement, il y a une créature qui apparaît dedans, qui a un super design. Ouais, donc dans la construction, en fait, moi, je pense que c'est vraiment le prototype de... Après, on sait que Bad Idea fonctionne aussi comme ça, qu'il y a aussi beaucoup de projets de bande dessinée qui sont faits un peu clé en main pour servir de support à une autre adaptation. Ça, clairement, c'est un film d'horreur cadré à mid-budget qui peut très bien marcher. D'autant plus que ça parle effectivement de cinéma. Et moi, ce que tu reproches en disant que c'était quelque chose qui parlait du présent et pas forcément d'un endroit précis, même si ça prend sa base dans une période bien connue d'Hollywood, justement, c'est parce que c'est tout, à mon sens, c'est tout le propos, c'est de dire, mais rien n'a changé depuis les années 50-60, en fait. Et on a beau dire que oui, il faut plus de voix diverses qui s'expriment dans ce milieu et tout ça, la vérité, c'est qu'en fait, non, les mêmes personnes détiennent toujours les commandes et le pouvoir. Et pour moi, c'est vraiment le propos qu'essaie d'avoir Marguerite Bennett, avec cette surcouche de dire en plus, vu que l'héroïne est noire, on va lui en demander beaucoup plus, que justement quand elle hérite quand on lui donne les clés du studio, tout le monde s'attend en fait à ce qu'elle se casse la gueule, parce que c'est vraiment la double peine qu'on a à chaque fois, quoi. C'est ce qu'on a vu sur les Denia d'Acosta quand elle s'empare de The Marvels et tout ça, c'est de dire, en fait, les mecs blancs qui font des films de merde, tout le monde s'en fout, mais par contre, dès que c'est une meuf ou que c'est une personne de couleur qui fait un film de merde, là, c'est double peine, en fait, parce que, de par son statut de minorité dans le milieu hollywoodien, en fait, on lui demande 2 fois plus que ce que le moindre des mecs médiocres, en fait, auraient pu faire. C'est comme faire. tous les mecs qui font des essais vidéo, Ironheart is the origin story of a super villain. T'as vu sur YouTube, ça? Non, non. C'est le truc qui a été... Je passe pas assez de temps c'est comme les vidéos YouTube, Superman Fantastic Four, des faves qui préfèrent l'un à l'autre, tu vois. Oui, non, mais je passe pas. Moi, je vois juste des miniatures, mais je ne perds pas mon temps à cliquer dessus. Mais donc voilà, c'est pour ça que moi, j'étais plutôt convaincu, en fait. C'est pour ça que je disais qu'on serait pas forcément d'accord, parce que pour moi, c'est vraiment une bonne lecture pour les gens qui aiment les récits d'horreur. Je trouve que c'est une proposition qui est super honnête dans ce qu'elle raconte. Aussi, même scénaristiquement, avec ce qu'il faut de retournement de situation, il y a des choses que tu connais un petit peu, mais il y a vraiment aussi un vrai changement de paradigme qui arrive et qui fait revoir l'ensemble de la trajectoire de l'héroïne, et surtout de comment elle va s'emparer de la chose. Et moi, je trouve ça cool, en fait, qu'on arrive à s'en éloigner. Il y a Ben Grimm dans la BD? Non, il n'y a pas de Ben Grimm dans la BD. C'est chiant, ce genre de blague. Hein. Non, c'est pas chiant, tu vois, parce que moi, ça me dérange pas. Je trouve ça plutôt rigolo. En plus, merci, merci. Clairement, tu t'inspires des meilleurs humoristes. Oui, c'est un hommage que je te rends, effectivement. Et puis, d'un point de vue purement horreur, il y a vraiment 2-3 scènes qui sont particulièrement, particulièrement bien senties. Ça fait son travail au niveau horreur. Moi, je te dis, c'est vraiment plus, je m'attendais à ce que ce soit mieux ficelé, mais par exemple, pour prendre un comparatif avec un projet qu'on avait évoqué récemment, je trouve ça mieux fichu que Duck and Cover dans le côté hommage au cinéma de genre, par exemple. Enfin, c'est pas compliqué, tu me diras. Mais même, je trouve ça mieux fichu que La Nuit de la Goule. Alors, quelque part, je préfère probablement le dessin de Frank Avila à celui de Renato Guedes. Mais là, je trouve que ça va au moins, comme tu dis, c'est entier dans sa proposition de parler aux fans de ce genre d'horreur, je dirais pas cosmique ou démonique, mais c'est quelque part un peu entre les deux. Effectivement, le mec qui s'enlève des bouts de peau pour le filer à bouffer. Tu vois, ça, c'est un côté un peu vraiment crade, qui est beaucoup plus viscéral et beaucoup plus... Et puis Mani, dans la mise en scène, il fait un truc très bien, c'est que c'est un truc. Alors moi j'aime Crost, donc j'aime bien quand ça défouraille, j'aime bien Avatar Press, mais dans le cinéma d'horreur, ce qui est toujours bien aussi, c'est la puissance de la suggestion et de rester un peu hors champ. Et dans cette scène-là, par exemple, Godez, il a le cadrage qu'il faut, quoi, où tu sais ce qu'il est en train de faire, tu sais qu'il recommence à le faire, tu sais qu'il est en train de se découper des morceaux, mais tu vois pas tout, en fait. T'as pas tous les détails, donc ça te laisse vraiment tout le champ libre à supposer comment est l'état de son corps et sans te le montrer. Et du coup, ça fonctionne hyper bien. Donc il y a plein de moments, où t'as des scènes qui sont ultra efficaces, même dans les dialogues, où parfois certains des personnages expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait, justement, parce qu'on parle d'un démon qui te propose en gros ce que tu désires le plus, avec évidemment la contrepartie, c'est Faust, c'est tout ça. Et donc on comprend par moments ce qu'ils ont pu faire d'affreux, et c'est vraiment proprement affreux. Donc quelque part, t'as aussi pareil un sentiment de satisfaction, forcément, au fur et à mesure du récit, quand tu vois que des gens profondément mauvais finissent aussi par payer un petit peu les conséquences de leurs actes. Donc non, c'est pour ça que moi en fait, je suis content. Maintenant, tu vois, même à m'écouter parler, je me dis, mais en fait, ouais, t'as raison, elle est vraiment bien, cette BD, elle est vraiment plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Si on peut passer, effectivement, alors ça dépend de votre sensibilité à la traduction, voilà, mais ou à l'horreur, effectivement, parce que moi, c'est un genre duquel je suis très friand. Moi, en tout cas, c'est une BD que je vous recommande
avec grand plaisir. C'est 22 € chez Bliss Edition. Et voilà, donc dans le grand format, comme celui de Ark Island, avec un dos rond plutôt très joli. Donc voilà, chouette bande dessinée, qui je crois peut-être est soutenue par les libraires, parce que je me suis baladé dans quelques librairies ces derniers temps et je le voyais à chaque fois en facing et tout ça. Donc j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, c'est une BD qui mérite d'être découverte. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à suivre les liens dans la description qui vous permettent de la commander en ligne. Et sinon, parlez-en à votre libraire, tout simplement. On va passer du côté maintenant des super-héros. On essaie de faire des back-issues un petit peu comme ça, avec un titre indé, un titre Marvel, un titre DC. Corentin, tu vas nous parler de Wolverine Vengeance ou Wolverine Revenge, qui est sorti. Wolverine la revanche. Wolverine la revanche. La vengeance de Morsaille. Cette fois, c'est personnel. C'est ça. Donc, il avait dit ça. Non, c'était la vengeance 2. C'est la vengeance 2 de Morsaille. Je crois qu'il a fait le 3 après. Il a fait une trilogie. Ouais. Il a fait une trilogie. Donc, qu'est-ce que c'est Wolverine Revenge? C'est Wolverine le grand Revenge. retour de Greg Capullo chez Marvel quand même. C'était le premier comics de la saga des Red Band. Non, Si. Red Band c'était Blood Hunt. Ça, c'était après Blood Hunt? Non. C'était avant Blood Hunt? C'était avant. Blood Hunt, ça avait introduit le format. Et après, ils avaient fait Blood Hunt en début d'année 2024. Ah oui, t'as raison. Et Revenge, c'est sorti l'été 2024. Bon, c'est la première série créée en dehors du canon et qui utilise ce gimmick éditorial que je vais qualifier tout de suite. On va évacuer ce débat parce que ça ne rentre pas dans la qualité de l'album proprement dit. De foireux. Ça fait aucune différence que vous le lisiez en Red Band. Si, ça fait la différence du format, évidemment. Mais l'intrigue est la même. Strictement la même. Et c'est pas beaucoup plus gore, en fait, que n'importe quel comics des années 2000, si vous allez dans les trucs un peu extrêmes, comme X-Force ou quoi. Enfin, extrême. Faut le dire vite. Je l'ai fait. Mais je n'étais pas spécialement dans l'attente de pas d'être franchement, tu l'as dit, Non, mais tu n'as pas me dans la vraie vie, des fois, je dis, faut le dire vite, t'es pas dans la pièce, tu sais. Et je devrais être là. Et à l'autre bout de la France, on nous dit. C'est ça. Donc oui, voilà, on va évacuer ce truc-là. Le Red Band, c'est un gimmick idiot. Ça sert à rien. C'est de la connerie. C'est piquer l'argent des gens. Bref, peu importe. Ouais, donc c'est pour la version française, donc. Pour la version française, il y a 3 versions quand même, faut le savoir. Il y a 2 versions normales, donc pas Red Band. Donc soit en album 100% Marvel, tout à fait classique, à une vingtaine d'euros et quelques. En grand format noir et blanc d'auto-allé pour apprécier le trait de Capullo et son ancrage, donc à 30 €. Et il y a la version coffret avec les 5 numéros en single issues pour 36 balles. Donc ça, c'est les numéros Red Band. Pourquoi comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'en fait, la version Red Band, c'est une exclusivité aux États-Unis des comic shops, puisque c'est vraiment un format qui est pensé sur le papier pour soutenir en fait l'effort de guerre auprès des comic shops. Donc en apportant ces bonus qui, on vous l'a dit, sont très cosmétiques et n'offrent pas grand chose de plus en vérité. Mais donc en fait, ils font pas de version reliée pour le moment, en tout cas aux États-Unis. Et donc par contrat d'ayant droit et tout ça, en fait, il n'y a pas de version reliée en dehors des États-Unis non plus. Donc si Panini voulait le proposer, soit ils le proposaient pas, soit ils ont fait en fait ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire un coffret avec les single issues. En parallèle, par exemple, c'est la même raison pour laquelle on n'a pas de Walking Dead en couleur en France actuellement, c'est parce que la version Walking Dead couleur, elle est réservée aux comic shop aux États-Unis, c'est que du single issues, il n'y a pas de version reliée. Donc tant que c'est comme ça, ça risque pas de bouger non plus. Donc voilà. Ceci étant dit, 36 €, c'est trop cher. De toute façon, c'est au moins 6 balles de trop par rapport au format du coffret, parce que je trouve que le coffret en plus, il est j'aime bien le côté de la tâche en scratch, mais par contre le carton est trop fin, quoi. Le carton est vraiment trop fin, donc ça c'est vraiment dommage, parce que sinon 5 minutes après tu le touches plus de peur de le déchirer, quoi. Ouais, non, il est vraiment c'est dommage, parce que tu sais, s'ils étaient partis sur les coffrets que font Urban ou le label, tu sais, très solide, dans lesquels ils avaient mis le Motafocus 86 ou plus récemment le One Hand Six Fingers. C'est pas des coffrets, c'est des fourreaux, ça, surtout. Oui, là c'est vraiment ils appellent ça, tu le oui, non, mais ils appellent ça un coffret aussi, tu vois, mais c'est vrai que en vrai, il aurait eu cette même solidité, j'aurais trouvé que ça aurait été encore ok, tu vois, compte tenu des circonstances du marché et du produit. Peut-être qu'ils ont pas voulu dépenser trop en comprenant que les gens n'allaient pas se faire ça dépend du tirage, quoi. Non, mais après t'as le côté c'est un coffret, c'est toujours sympa. Moi j'aime bien, tu vois, moi ça me rappelle du coup ce qu'ils ont fait pour le coup, c'était vraiment ce que faisait TKO. Oui. C'était exactement ça, c'était le même jour, t'avais la version TPB où t'avais un coffret avec les 5 single issues dedans. Mais donc bref, moi, je voulais pas qu'on passe 3 heures dessus parce non, mais ça c'est juste pour expédier. Choisissez le format qui vous convient le mieux, sachant que l'histoire ne change fondamentalement pas. Et que l'histoire elle-même n'est pas forcément suffisamment particulièrement étonnante pour mériter l'investissement. Voilà, c'est pas du grand Hickman. C'est pas du tout du grand Hickman. Par contre, ça sort pour l'été et c'est clairement une lecture estivale dans ce que ça sous-entend quand on parle de lecture estivale, c'est-à-dire
il y a le barbecue, vous avez de votre Corona, vous venez de vous faire une soirée Fast and Furious le soir d'avant, vous êtes à l'ombre, et voilà quoi, vous dites, tiens, je me ferais bien une lecture. Donc, si vous êtes un blaireau comme Arnaud Kikou, pas prise de tête, ça c'est du mépris de classe. Bien sûr. Très cher Corentin. Complètement. Tu viens de reconnaître que tu buvais de la Corona et que tu regardais Fast and Furious. Donc tu vois, je suis obligé de te mépriser au niveau de la classe. C'est terrible, voilà. C'est terrible ce que tu fais. Non mais voilà, ce que je veux dire, c'est que effectivement, bon, c'est le grand retour de Greg Capullo chez Marvel. Greg Capullo qui avait commencé sa carrière sur des numéros de What If, sur Khazar, sur la X-Force, etc. Puis qui avait été recruté par Todd McFarlane pour participer à l'univers de Spawn. Une participation très active d'ailleurs, il est quand même resté assez longtemps. Et puis qui ensuite s'était fait connaître d'un public plus vaste, plus grand, avec le Batman de Scott Snyder, qui a été vraiment le moment où il a acquis ce statut de dessinateur vedette, effectivement. Et puis bon, bah voilà, ça arrive au bout d'une logique. Alors il travaillera encore avec Snyder, à n'en pas douter, mais tous les artistes ont envie de faire un peu le tour complet du marché en général, donc c'était assez logique qu'il revienne chez Marvel. En plus, il va probablement être très bien payé, et il a commencé par un projet d'auteur en compagnie de Jonathan Hickman, le scénariste, on va dire principal, en tout cas le plus populaire actuellement des comics Marvel, celui qui fait une sorte de consensus. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je veux dire, de fait, les X-Men de Krakoa, ça reste probablement ce qui s'est fait de mieux chez Marvel depuis ces 5-6 dernières années. Et généralement, on est quand même assez d'accord pour dire que... Et Ultimate Spider-Man aussi. Voilà, exactement. On est quand même assez d'accord pour dire que c'est un peu lui maintenant la star des comics Marvel. Maintenant, le problème, c'est que Jonathan Hickman, il est multiple, il est pluriel. Vous avez le Hickman qui effectivement fait ses grands plans de conquête de type impérial, de type Krakoa, de type Ultimate, ce genre de projet vraiment conséquent qui lui permet d'adopter une lecture intelligente, révolutionnaire, complexe et complète de l'univers Marvel. Est-ce que je peux faire une vanne ou pas? Et vous avez le Jonathan Hickman qui aime la Corona, comme Arnaud Kikou, et qui pense que porter un tank top blanc avec une croix de Jésus au Brésil et dire « Famille », c'est du grand cinéma. Ceci étant, en l'occurrence, il s'est mis donc au service du dessinateur. C'est aussi bête que ça, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin. Limite, Alien versus Avengers, au moins, il y avait une envie de s'amuser avec les concepts croisés propriété du groupe Disney. C'est-à-dire, d'un côté, effectivement, les créatures de H.R. Giger et de l'autre, les héros Marvel. Deux concepts qui sont pas forcément très faciles à mélanger. Il s'est dit, je vais en faire de la grande science-fiction space opératique. Je vais faire vraiment un truc très premier degré et qui me permettrait, limite à moi, de poser des idées que je pourrais pas mettre dans un comics normal. Là, à l'inverse, Wolverine Revenge, il y a vraiment pas d'idée, en fait. C'est-à-dire que c'est Wolverine, alors pour vous décrire quand même le concept, c'est Wolverine, dans un monde où une sorte d'attaque menée par Magneto, a priori, et l'astéroïde M qui s'effondre sur Terre, balaye toute forme de vie, enfin l'essentiel des formes de vie de la planète, et provoque une avarie technologique, puisque l'onde de choc et le champ magnétique qui s'en est suivi a en fait mis fin à l'électricité, aux usines, au nucléaire, etc. Il se trouve qu'il reste un générateur qui pourrait fonctionner, qui pourrait permettre d'alimenter les États-Unis. Ce générateur, il est gardé par Colossus, et Colossus qui a son autour de lui Omega Red, Sabretooth, enfin Dent de Sabre, et Deadpool. Et voilà. Et donc en fait, les derniers héros qui restent tentent d'infiltrer cette base-là. Tous se font tuer, à l'exception de Wolverine, qui, évidemment, est immortel. Et Wolverine, qui a la dent dure et qui ne pardonne jamais, va passer le reste de sa vie à courir après les mecs qui l'ont trahi pour les zigouiller. Donc c'est du western spaghetti dans le texte, hein. C'est du western de la vengeance. C'est le héros se fait trahir au début, ou même c'est une série d'espions quelque part, on peut le voir comme ça aussi. Trahi par ses anciens alliés, il va ensuite les dégommer les uns après les autres, mais c'est quand même plus proche du western, dans le sens où, vous voyez, vous avez le héros, il fait des débarquages avec ses copains. Un jour, il y a un de ses copains qui est plus vicelard que les autres. Il l'assomme, il le laisse au milieu du désert. Il revient en ville et il les égouille tous les uns après les autres. Voilà, c'est très classique. On a vu ça dans des tonnes de comics, dans des tonnes de films d'action, dans des tonnes de films tout court. En l'occurrence, donc ça, c'est vraiment le prétexte motivateur de l'intrigue. Ce que ça va nous dire ensuite de Wolverine, on se pose la question, parce qu'on savait déjà que Wolverine était un personnage extrême. On savait déjà que c'était un héros de western, il suffit de lire Old Man Logan pour s'en rendre compte. Et on sait globalement quelle est la relation de Wolverine à ces différents personnages, quoi. C'est-à-dire que Dent de Sabre, c'est l'ennemi éternel. C'est depuis que le 19e siècle, ils se font la guerre, ils se massacrent, ils butent les membres des familles respectives des uns et des autres.
voilà, c'est le frère ennemi, c'est le rival absolu, ce sera jamais fini entre les deux. Colossus, bon, c'est un peu plus, ouais, pour le coup, c'est très mal écrit, je trouve, mais c'est un autre problème. Il y a Mastermind aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais honnêtement, on s'en bat les steaks. Omega Red, très franchement, moi, je n'arriverai jamais à comprendre ce personnage. Le truc le plus stylé d'Omega Red, c'est qu'il est dans les jeux Capcom et qu'il a inspiré un personnage dans le manga Genshin le Vagabond. Mais à part ça, moi, je trouve que c'est un vilain vraiment inutile et inintéressant. Et Deadpool, qui a une scène touchante, en l'occurrence, dans ce projet, puisque ça parle de rédemption, en fait. C'est intéressant d'avoir le point de vue de Hickman, d'ailleurs, sur Deadpool, où, en fait, il te le présente vraiment comme d'abord un salaud, et ensuite un gars qui, justement, incarne comme Wolverine le lourd poids du massacre, et du fait d'être immortel et de guérir, et l'injustice que ça représente. Là-dessus, il y a une forme d'ironie un peu mordante, d'ailleurs, puisque, en fait, le comics te dit, grosso modo, que Wolverine a tout à fait conscience d'être un monstre, au même titre que les mecs qui l'éliminent, qu'il a tellement de sang sur les mains et sur les griffes, que bah c'est lourd à porter et que à la fin sa rédemption ne passera pas forcément par le fait de gagner, mais au contraire par le fait de perdre pour briser le cycle de la vengeance. Mais ça, c'est ce que je vais dire est horrible, parce que je sais qu'on nous reproche souvent d'intellectualiser des comics qui n'ont vocation qu'à être divertissants, mais ça ne suffit pas à faire un album, en fait. Cette série, le seul intérêt qu'elle a, c'est les dessins de Greg Capullo et son gimmick Red Band, éventuellement, pour ceux qui aiment bien voir les tripes de dinosaures tomber sur la tronche de Logan. Mais derrière, le projet, il est extrêmement simple. Il est simplissime même. On t'explique que Forge a créé une lanterne qui permet d'annuler les pouvoirs de Dents de Sabre. Ce qu'il va utiliser que sur Dents de Sabre. Évidemment, ça n'a pas d'impact sur lui, hein, sinon c'est trop facile. On te dit que le comics fait un bond temporel. En fait, moi, ce que j'ai un reproche au niveau de l'écriture, c'est qu'on ne voit rien. C'est-à-dire qu'au début du truc, Wolverine est dans le Savage Land. Il combat des T-Rex pour aider les peuples zèbres, là. Nick Fury vient le chercher, mais en souriant limite, hein, et lui dit, mon gars, en fait, y a plus de vie sur Terre, et voilà. On ne voit pas l'impact de l'astéroïde, on ne voit pas la vie des civils qui ont été... Ouais, mais c'est une média res, ça, c'est pas forcément problématique, c'est juste, voilà la situation telle qu'elle est, démerdez-vous dans ce monde-là, autour d'un petit groupe de personnages aussi. Tu peux montrer l'explosion in medias res, tu peux même montrer les civils qui galèrent et lui qui va les aider. Quel impact ça aurait? Ben, ça aurait l'impact que tu crées de l'enjeu. Là, on te dit les choses, on te les montre pas. Ouais. Tu vois, tu dis une medias res, moi, l'autre rail qui est show don't tell, tu vois. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de faire une exposition où on dit littéralement c'est l'apocalypse. Et en fait, tu mets 3 numéros avant de voir enfin un peu de vie civile. Parce que tout le reste, t'as l'impression que c'est juste des super-héros qui se font des crasses entre eux dans des décors extrêmement déserts. La base dont je parlais tout à l'heure, t'as pas un humain, hein. T'as vraiment que les personnages que je vous ai décrits. Pardon. Et pour un comics qui te parle de fin du monde quand même, et qui te dit grosso modo que jusqu'au bout du monde, jusqu'à après l'apocalypse, jusqu'à après la fin des temps, Wolverine aura encore envie de se venger parce que c'est Wolverine et que c'est le cycle éternel de la vengeance, il faut mettre des personnages normaux autour de lui pour créer un effet de comparaison, à mon sens, tu vois, parce que là, du coup, ça donne vraiment l'impression de lire un comics Wolverine, entre guillemets, comme les autres. Tu vois, moi, dans l'écriture, là, je trouve rien que je ne trouve pas déjà chez Ben Percy. Limite, je trouve que Percy écrivait, Saladin Ahmed, pardon. Enfin, remarque, c'était avant Ben Percy. Je trouvais que Percy écrivait beaucoup mieux la relation avec Dents de Sabre, par exemple, que là, vraiment, il y a une forme de sadisme, quoi. Quand il te dit, chaque année, je vais venir te voir et je vais t'arracher un bout. Alors, certes, si on est fan de cinéma de genre, certes, si on aime bien ce côté un peu violent et tout, ça a ce côté, ouais, Wolverine, il est trop extrême, et puis, ouais, c'est bien violent, c'est badass. Je comprends, hein, mais moi, il m'arrive d'arriver de lire des comics pour ce plaisir un peu adolescent, il y a pas de problème, mais là, franchement, je trouve que limite, le héros, c'est le méchant, tu vois. Et à la fin, évidemment, on t'explique pourquoi le héros, c'est le méchant. Mais je sais pas, pour un mec qui a le talent d'Hickman, je trouve que vraiment, c'est un énorme pétard mouillé. Parce que pour une équipe créative pareille, tu te dirais justement que, comme tu es hors série, comme c'est le grand retour de Capullo, tu peux t'amuser. Donc tu peux faire un concept vraiment totalement inédit, aller très très loin. Entre guillemets, ce qu'a fait Mark Millar avec Steve McNiven sur Old Man Logan. Hein. Old Man Logan, c'était 10 fois ce comics-là. Et c'était beaucoup plus extrême. Bruce Banner qui baisse sa cousine pour faire des enfants Hulk, je trouve ça extrêmement extrême. Tu vois, c'est un truc que Marvel n'autoriserait plus aujourd'hui, avec ou sans Red Band. Alors que justement, là, le côté Red Band, c'est des comics pour adultes. Bah, ce comic, je le trouve extrêmement adolescent, en fait. Je trouve que vraiment, c'est un plaisir, comme tu dis, de barbecue. C'est un comics de plage. Alors après, vu le prix que c'est vendu et avec la parade, grand format noir et blanc, je trouve ça un peu dommage de dire que c'est un comics de plage, parce que généralement, tu réserves pas un tel soin éditorial à des projets qui sont juste oubliés. Mais là, c'est ce que j'allais te répondre, et un peu comme pour le studio, c'est que c'est une œuvre graphique aussi. Et que la version noir et blanc, elle n'est pas là pour te dire, regardez, l'histoire, elle va être mieux dans ce grand format. Non, là, par contre, si t'aimes Greg Capullo, et il y a beaucoup de gens qui aiment Greg Capullo, bah là, tu vas pouvoir te faire plaisir parce que,
son trait avec l'ancrage, je sais plus si c'est Glapion ou Mickey qui l'ancre, mais voilà, il y a un réel plaisir pour les fans de l'artiste en tant que tel, parce qu'il y a quand même quelques planches qui sont sympas, il y a des splashes qui sont plutôt cool dans l'action. C'est Tim Townsend qui l'ancre. Ah ouais, oui, ça a changé. De nouveau changé, alors, regarde, très bien, autant pour moi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que tu le prends. Ouais, mais... Par contre, c'est plus la version 100% Marvel que tu prends comme comics à la plage. Oui, effectivement, quand tu fais un tirage un petit peu plus luxueux, bah oui, tu l'emportes pas. Mais est-ce que mais je veux dire, ça rend pas plus noble l'histoire. Je vais vraiment pas me faire des copains, mais ce Greg Capullo là, c'est l'ombre du Capullo que c'était sur Batman, à mon sens. Là, vraiment, je trouve les décors extrêmement vides. C'est de la vallée. Il y a même pas 3 bouts de forêt qui se battent en duel. Je sais pas, hein, peut-être que c'est mon œil tronqué, mais moi quand j'ai découvert Capullo avec Batman 1, mais tu les as refeuilletés pour comparer de nouveau? Mais bien sûr. Okay. Attends, la Gotham City ombreuse, mais après c'est parce que l'univers DC est plus sombre, donc du coup tu peux, et puis plus urbain aussi, enfin en tout cas Batman, donc tu peux plus facilement gommer les espaces vides avec. Je pense qu'il a jamais été extrêmement bon pour les décors en vérité, tu vois. C'est un McFarlane Junior, hein, je veux dire. Capullo, il a littéralement appris à dessiner en copiant le style de McFarlane de toute façon, donc voilà. Mais là, je trouve vraiment, même le Batman Spawn qu'il avait fait récemment, je trouvais ça limite mieux gratté, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que là, voilà, c'est un Wolverine qui a vraiment le côté années 90. Il est vraiment dessiné petit. Le numéro avec Deadpool qui est vraiment sympa pour le coup, grâce à la mise en couleur qui te fait ressentir l'espèce d'effet d'ondes radioactives et tout. Mais très franchement, moi, je m'estime quand même plutôt fan de Greg Capullo. Là, vraiment, je reste sur ma faim. Et j'ai lu les deux versions, hein, je précise bien, parce que tu vas me dire, ouais, mais non, quand même, c'est vachement mieux, la version Redbound, quand justement il est vraiment en train de pourrir à cause des radiations et puis que son corps se reconstruit. Non, c'est pas très beau, ça. Franchement, c'est bâclé, quoi. Alors, il a un certain âge maintenant, je peux comprendre, hein, peut-être qu'il fait moins d'efforts qu'avant, ou peut-être qu'il se dit que voilà, tout doit passer par les structures, les poses des personnages et tout. T'as quelques planches quand même qui sont sympas, celle avec, alors pour le coup, c'est une grosse tricherie, hein. Celle avec tous les cercueils des soldats, où il y a le drapeau américain dessus. Bon, c'est que du copier-coller, etc. Mais il y a un côté un peu Frank Miller pour le coup dans l'utilisation de la structure de la planche qui est sympa. Le découpage vise à l'efficacité, mais ouais, en fait, j'ai pas envie que ça, encore une fois, ça soit mal interprété, mais j'ai pas non plus envie qu'il rentre dans sa période John Romita Jr., on va dire. Parce que là, grosso modo, oui, c'est bien, les personnages ils bougent bien, tu as un Wolverine qui fonce vers la case avec les griffes sorties et tout. Moi, au global, je trouve quand même ça manque un peu de détails, ça manque un peu de structure, en fait, ça manque un peu d'idées graphiques. Tu vois, le combat avec dents de sabre au milieu des cactus. Ouais, effectivement, c'est western, t'es content, t'as une belle splash page à la fin. Mais ouais, je sais pas, franchement, je ne comprends pas. En fait, ça va être aussi simple que ça comme résumé. Je ne comprends pas ce que Hickman a essayé de faire avec ce projet. Et pourquoi Capullo a particulièrement milité pour dessiner Wolverine, parce que c'est probablement lui qui a choisi. Je veux dire, c'est un artiste star, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il avait, entre guillemets, que ça à proposer. Alors, je comprends bien que ça a l'air dur, hein, comme constat. Au global, effectivement, si on veut le voir comme un divertissement un peu simpliste, bébête, et une lecture de Wolverine hors sujet, si on n'aime pas ce que propose Ahmed, si on n'a pas aimé ce que proposait Percy, oui, effectivement, ça fait le boulot, y a pas de souci. En revanche, effectivement, je pense vraiment que ça ne mérite pas d'investir dans le grand format noir et blanc, particulièrement pour le peu que ça offre, à mon humble avis, sur le plan graphique. Eh bien, effectivement, tu m'avais préparé avant qu'on enregistre ces podcasts en me disant que tu serais chafouin. Eh bien, tu l'es, effectivement. C'est un peu. C'est terrible. Après, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis pas fondamentalement en désaccord, en tout cas, sur le fait que c'est pas une grande BD et que tu pourrais t'attendre à mieux, et de la part du scénariste et de la part du dessinateur. Je suis moins, j'ai moins l'œil et j'ai moins de souvenirs parce que je suis pas allé me retaper les Batman de Snyder pour recomparer avec le style, tu vois. Je pense que moi, depuis Metal, je trouve que... Dans Zero Year, c'était 10 fois ça, quand même. On peut ne pas aimer Zero Year. Je n'aime pas Zero Year. Mais graphiquement, la Gotham City, façon Last of Us et tout, avec en plus les couleurs à l'époque, je sais plus qui faisait les couleurs. C'était pas C'était FCO Placencia, je pense. Ouais, tu sais, avec ces couleurs rose, bleutées et tout. Franchement, à mon sens, on a vraiment perdu en régime depuis. Après, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Bah ouais. Donc forcément, et puis Greg, il approche de la soixantaine, mine de rien, donc on peut plus non plus lui demander, je crois, hein, il me semble, hein, il est quand même maintenant... Alors peut-être pas parce que c'est Todd McFarlane qui a 60 piges passé. Non, il a cinquantaine. Non, Ah parce ouais, qu'il a 60... Il a le même âge que Todd McFarlane, il a 63 ans. Ouais. Après, McFarlane a commencé extrêmement jeune aussi, hein, donc c'est devenu un daron de l'industrie longtemps avant d'être vieux, en fait. C'est ça, alors, Todd McFarlane, il a 64 ans et Greg, il en a 63. Bah voilà.
C'est un senpai, en fait. Donc techniquement, c'est des gens qui dans l'ancien régime seraient proches ou iraient à la retraite. Donc en France, je veux dire. Je suis pas connu, ça, je connais pas. Tu connaîtras pas moi non plus. Mais voilà, disons qu'on peut plus attendre non plus de Greg Capullo de faire ce qu'il était encore capable de faire il y a 10 ans parce que ça l'a usé. Je veux dire, il a quand même fait du mensuel encore alors qu'il avait 50 piges passées pendant des années avec Scott Snyder. C'est un rythme et tout ça. Je pense qu'il a aussi envie de se faire des projets plus plaisir et tout. Alors oui, effectivement, est-ce que le dessin en pâtit, c'est le problème. Et c'est comme quand tu vois Jim Lee qui revient sur H2. Bon, c'est pas le Jim Lee du H premier du nom, hein, c'est sûr. Et je pense qu'il faut peut-être parfois avoir aussi un peu de pas de tolérance, mais j'allais dire pas de pitié, pas de compassion, mais d'indulgence peut-être aussi en prenant en compte ces paramètres-là, tu vois. Mais attention, moi je suis pas en train de dire que Capullo est terminé et sa carrière va s'arrêter là et tout. Non, mais attends, regarde là cette planche en crayonné du Batman sur sa moto. Oui, je m'en rappelle très bien. Ça met une énorme vitesse. Après, justement, est-ce que pour l'édition noir et blanc, ils auraient pas eu mieux fait de faire la version crayonnée plutôt que l'ancrée? Mais ça, c'est pas une parce que malheureusement, un truc que les éditeurs devraient faire plus souvent, je trouve, parce que souvent, parce que Jim Lee en crayonné aujourd'hui, par contre, c'est toujours incroyable. En fait, je trouve que ça perd de ouf avec l'ancrage et les couleurs, mais j'ai vu des planches justement crayonnées de H2 où j'ai fait attends, mais c'est pas la même chose en fait. C'est vachement plus agréable à regarder, et je me dis que là, effectivement. S'ils avaient pu avoir accès, après je sais pas dans quelle mesure ils terminent ou pas ces crayonnés, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait comme ça. Oui, ça c'est John Romita Jr. pour le coup, mais c'est pas une vanne, attention, c'est regardez du Romita Jr. en crayonné, vous verrez qu'effectivement l'encreur travaille beaucoup sur les finitions, sur ce qu'il fait, ce qu'on appelle les finitions, c'est pas non plus une injure de le dire. Mais après sur Revenge, en fait, moi ce qui m'a juste dérangé, c'est que par rapport au côté Redbone surtout, c'est que je m'attendais vraiment à que ce soit quelque chose de beaucoup plus rentre dedans, et même dans le côté impitoyable du revanchard, tu vois, de se dire il va aller tous les dessouder, tout ça. Moi, pareil, si je reviens au film d'horreur, il y a un genre que j'affectionne particulièrement, même si c'est pas bien de le dire, c'est le Rape and Revenge. Non, faut pas le dire. Tu vois, j'ai couvert ta voix pendant que tu le disais. Non, mais je le dis mais c'est vraiment un truc que je kiffe comme genre de cinéma, mais en général, c'est la partie revenge qui t'intéresse, quoi. Et là-dedans, en fait, dans cette partie, justement, en plus, le titre s'appelle Revenge en VO, vraiment. Donc, moi, j'étais là pour ça. Et j'étais aussi un peu sur ma faim, en fait, dans la façon dont la vengeance est conduite, la façon dont ça se termine. Donc, c'est pour ça, je pense que ça fait le taf, honnêtement. Je pense que fallait peut-être pas en attendre plus, en fait, de cette. Je pense que tu peux plus en attendre de Hickman, parce que Hickman, on sait vraiment à quel point il peut être bon. Et c'est moins physique, on va dire, littéralement d'écrire des pages de script plutôt que de devoir dessiner tout ça. Sur le côté graphique, je trouve ça plutôt honnête. Mais voilà, c'est un projet apéritif, en fait. Tu vois, c'est vraiment pour celles et ceux qui aiment plus le dessinateur et qui sont contents aussi de par la symbolique, de le voir revenir chez Marvel, de pouvoir s'emparer d'un de ses personnages préférés. Et voilà, parce que c'était ça l'anecdote, on lui avait dit à un moment, soit tu reviens chez Marvel pour faire Wolverine, soit tu viens chez DC faire Batman. Bon, il a choisi Batman, et donc maintenant, et 15 ans plus tard, en fait, il revient et il fait Wolverine, donc c'est ça qui est plutôt sympathique aussi, quoi. Voilà, et puis je voulais dire, c'est pas vraiment, je dis pas que Capullo est terminé, moi ce que je dis, c'est pour un grand retour, ça fait petit bras, en fait, c'est aussi simple que ça. Et peut-être qu'aussi après, je suis un peu lassé des effets justement d'annonce de chez Marvel qui dit on va faire une vraie grande série. On a pris Jonathan Hickman, notre scénariste vedette. On va faire un Red Band en plus, ça va être vraiment gore et nanana. En définitive, le projet, comme tu dis, c'est un divertissement que tu réserves à un petit moment de solitude tranquille sur le bungalow avant d'aller piquer une tête dans la piscine. Pour moi, c'est pas ça que j'attends ni de Capullo ni de Hickman. Et attention, on a quand même nous vécu les pires horreurs avec Capullo, parce que lui, il a traversé tout le run de Scott Snyder. Il a fait, il l'a porté à bout de bras en disant, mon gars, je sais pas où tu m'emmènes, mais moi, je vais vraiment tartiner au niveau des dessins pour qu'au moins les gens, ils en aient pour leur argent de ce point de vue. Ouais, mais c'est pour ça, ce que je voulais te dire avant, c'est que pour moi, Capullo, de toute façon, moi, il m'a perdu depuis Metal, Death Metal, Reborn, c'est toutes ces, mais c'est pas de sa faute. Et Demons, tu vois, à chaque fois, je trouvais ça pas bien, quoi. En même temps, il était greffé à un malade mental, donc, que là, tu te dirais, enfin, il a un scénariste qui sait ce qu'il fait. Désolé à cette balle perdue pour le pauvre Scott Snyder qui n'a rien demandé, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, oui. Moi, Zero Year, je ne peux pas reprocher la partie graphique, par exemple, alors que je déteste. Je sais. Mais par contre, graphiquement, le mec, il s'était dit, écoute, au moins, si on va en enfer, moi, je prends les fusils, quoi, tu vois. Voilà. Alors que là, pour le coup, on n'est pas allé très loin. Enfin bref.
Vous avez compris notre avis sur. A priori, vous avez compris que c'est pas forcément un album qu'on vous recommande plus que ça. Donc, si jamais vous pouvez toujours le C'est pas mauvais. en librairie, non, mais c'est quelconque. De toute façon, on l'aura. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on l'aura oublié dans 2 ans, quoi. Vraiment. C'est dommage parce que l'équipe créative méritait de nous faire quelque chose d'inoubliable. Et on va terminer ce Back Issues avec, là, par contre, un album sur lequel on sera tous les deux d'accord. Voilà. Et qu'on vous recommandera. Oui. D'ailleurs, on va même pas trop en parler. De toute façon, on va juste dire, allez lire, bande de fous. Ça s'appelle Robin the Boy Wonder. C'est un titre en DC Black Label qui est écrit et illustré par Monsieur Johnny Ba, qu'on a le plaisir d'avoir en France, dans le Sud. Je sais pas si c'est près de Montpellier qu'il est ou pas. Mais en tout cas, il a déjà fait des tournées de dédicaces d'ailleurs, là, en ce début d'été. Donc, c'est cool, forcément, d'avoir un artiste à domicile. Donc, un projet en Black Label qui s'intéresse à Damian Wayne. Batman est parti. Il se sent investi forcément d'une mission. C'est toujours le côté de je dois être aussi bon que mon père. Et il va partir à la recherche d'un démon qui a visiblement fait des frasques dans Gotham City, se faisant aller à la rencontre de tous les autres Robin qui ont porté le costume avant lui, Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, et comprendre quelle est sa place dans le microcosme Batmania, en se confrontant à la fois à son passé, Ra's al Ghul, Talia al Ghul, à ce qu'on a essayé de faire de lui et à ce que lui-même peut devenir. C'est excellent, quoi. Et même, d'une manière générale, c'est une déclaration d'amour au concept des Robins au sens large, puisqu'en fait, chaque numéro est consacré plus ou moins au début, du moins, un Robin, jusqu'à qu'on ait fini la liste, en fait. Hein. Mais effectivement, il manque Carrie Kelly quand même. Carrie Kelly est pas canonique. Enfin, elle était canonique. Elle a été canonisée, elle a été canonisée. Non, mais elle était pas en Robin, je crois, si. Elle était juste une pote de. C'était une gamine, c'était juste une gamine, mais. C'est juste une pote de Damian, voilà. Alors, personnellement, je dirais que j'ai jamais été un gros admirateur du concept des Robins. Pour des raisons toutes bêtes, il y a différentes versions de Batman. Vous avez la version super-héros avec les copains de la Justice League. Vous avez la version un peu cyber, celle que Tynion Ford aimait bien. Vous avez la version père de famille et vous avez la version détective que moi j'apprécie particulièrement. C'est que celle qui pioche dans Sherlock Holmes, qui pioche dans la criminalité des années 70 et des années 80, celle qui pioche dans le gothique, celle qui pioche dans les monstres et compagnie. Et en fait, je trouve que le personnage de Robin s'intercale pas dans cette version-là. Généralement, ça, c'est les albums de la génération Year One, Year Two. Quand Robin arrive, l'idée est bonne parce que c'est confrontons Batman, personnage profondément solitaire, à l'idée de la paternité. Donc avec Dick Grayson, c'est pas mal parce qu'il a un fils idéal qui, comme lui, a subi un traumatisme, mais il est pas encore prêt à être père, donc ça se passe pas très bien. Puis après, avec Jason Todd, à l'inverse, là, lui, il est prêt, mais le gamin n'est pas prêt à recevoir l'assistance d'un parent. En plus, il est plutôt chaotique, donc du coup, ça va mal se passer. Tim Drake, ça se passe super bien parce que Tim Drake, c'est comme lui, c'est un détective. Il a appris des erreurs qu'il a fait sur les 2 premiers Robin. Et enfin, Damian, là, il a même plus le choix, en fait, parce que là, c'est pas lui qui va se choisir un fils à adopter, c'est lui qui récupère un enfant dont il ne l'a pas choisi, et qui est pour le coup son fils biologique, donc il a même pas le choix de devoir l'élever. C'est vraiment son fils, donc il est bloqué avec lui. Et en plus, son fils qui vient du chaos, qui vient de la négativité, qui vient du meurtre, donc qui porte le nom des Wayne, en plus. Donc il est un peu obligé, et qui est plus jeune que les autres, il est un peu obligé de remettre le truc d'équerre. Donc au global, l'évolution du concept est quand même super bonne, mais c'est jamais aussi bien Robin que quand justement tu peux l'extraire du concept de Batman. Par exemple, la série Nightwing de Tom Taylor, qui est pour le coup extraordinaire. Le Red Hood and the Outlaws de Scott Lobdell, c'est malheureux, mais j'aime beaucoup les 2 premiers volumes de cette série. J'avoue que Tim Drake, moi j'ai trouvé un peu, pour le coup, je n'arrive toujours pas avec Tim Drake, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de très bons volumes depuis 10-15 ans. Il était bien dans le Detective Comics de James Tynion Ford, il était bien mis en avant. Il était dans les Titans aussi, non, à un moment donné? Potentiellement après, mais il m'a moins marqué, mais j'ai sûrement pas lu ce volume. Mais là, pour le coup, moi, c'est un peu la série que j'attendais pour me réconcilier enfin, définitivement avec ce concept. Parce que plutôt que de se dire, je vais prendre Damian, parce que Damian, justement, tout le monde aime bien Damian. En fait, depuis les Super Sons jusqu'à la série de Patrick Gleason. Mais même avant. Jusqu'à Batman et Robin avec Thomas C. Mais dès le début, Little Gotham aussi. Sous Grant Morrison, il était trop bien, en fait. Voilà. Damian, c'est le Robin le plus universellement apprécié, je pense. Les gens vont me dire Dick Grayson ou Tim Drake selon avec qui ils ont grandi, évidemment, mais Damian... Ils te diront pas Jason Todd. Non, personne ne dira Jason Todd. Mais c'est factuel, hein. Je veux dire, Jason Todd, c'est une tête à claque, et c'est l'éternel tête à claque en plus. Mais là, justement, ce qui est génial, c'est que en fait, arrive vraiment à revenir à l'essence de ce que tous les Robins symbolisent. Ouais. Justement, avec Dick, qui est le fils parfait, mais qui est aussi quelque part le grand frère parfait pour Damian, et qui est le bon modèle, en fait, de cette généalogie. Avec Jason, qui lui, c'est le traumatisé, donc c'est le colérique, il incarne plutôt justement le côté un peu dangereux et sauvage qui va avec Damian.
mais en même temps, c'est le Robin des pauvres, c'est le Robin qui vit dans les bas quartiers, c'est le Robin qui est au contact du peuple, qui bat le bitume, qui est pas justement l'enfant élevé auréolé qui a été élevé par un milliardaire. Ouais, c'est un voyou. Hein. Voilà, exactement. Et à côté, donc, t'as cette commentaire ironique, en fait, que te fait le personnage principal sous son masque, qui est juste génial, en fait. Enfin, ça pourrait être un dessin animé de Cartoon Network. Ça pourrait être du Tartakovsky. D'ailleurs, il y a une vraie continuité artistique entre Tartakovsky et Juniba. Hein. Il y aurait tellement un Mojo Jojo qui arriverait dans cette BD. En plus, il y a des singes hein, chez Juniba, il y en a même beaucoup. Dans Monkey Meat. Là, t'as cette version justement très dessin animé, ultra coloré, ultra dynamique, vraiment le moindre mouvement bouge, vit, gît, c'est extraordinaire. Et t'as tout ce côté, effectivement, le Gotham que tu vois pas, enfin, que font les enfants quand le papa est pas là. Tu vois, grosso modo, c'est un peu un épisode de Malcolm, en fait, ce comics. Sur le côté, justement, c'est tous des enfants qui ont des profils différents, mais ils partent quand même d'une même idée fédératrice. Et c'est un peu tous, ou bien des héros, ou bien des sales gamins. Et en fait, quand leur père n'est pas là, bah, ils ont un peu quartier libre de faire les justiciers à leur place, mais ils sont plus maladroits que lui, et ils s'aiment tous, ils sont tous frères. J'ai peut-être juste encore une fois, c'est pas une vendetta personnelle, mais le design de Tim Drake par Juniba, je trouve qu'il quand même lui n'arrive pas à ne pas le rendre ridicule, en fait, avec son casque qui fait justement. Mais ça, c'est pas de sa faute, c'est le casque, c'est le design Red Robin, et ça, c'est, je sais pas qui l'a designé pour DC à l'époque, mais ça, je pense pas qu'il y ait trop de choix, quoi. Il est assez horrible, ouais. Mais bon, bref, au global, vraiment un super projet avec effectivement plus cette espèce de côté un peu oriental qui met dans les designs comment dirais-je, les pages d'intro, c'est où il y a les crédits. Oui, parce que techniquement, bah, c'est aussi un personnage rebeu. Hein, Damien West, un tismé. Voilà, tout à fait, qui vient d'une version un peu fantasmée de l'Afghanistan, des déserts proche-orientaux, enfin moyen-orientaux, et tout justement les mythes qu'il arrive à mettre dedans. C'est un truc qu'on connaît beaucoup de Juniba aussi, qui a toujours eu ce côté justement, les comics, c'est pas que les États-Unis. Dans Monkey Meat, il y a beaucoup d'influences justement par rapport aux peuplades qui ont été colonisées par l'homme blanc, etc., qu'il arrive à instaurer dedans, et aussi de culture panafricaine, qu'il avait déjà fait avant aussi avec Delijah, je crois que c'était. Ouais. Son premier comics. Et là, justement, il se sert très bien du côté de Damian, puisque ça reste quand même lui le héros au premier plan. C'est un personnage qui vient de ces mythes-là, qui vient de ces mythes orientaux, et il n'y a pas de raison que tout se passe à Gotham City. Donc même, ça brasse assez large, justement, pour aller chercher Son of the Demon, pour aller chercher Robin Year One aussi, quelque part, pour aller chercher même Batman et Robin, la série animée, il y a des influences dedans qu'on retrouve aussi. C'est assez généreux, c'est vraiment super bien, t'as tout ce côté un peu familial, et très léger, et plein d'humour, et même, tu sais, quand les ninjas ils sautent et qu'ils ont des postures ultra stylisées, justement, à la Samurai Jack, où tu reconnais un peu un côté enfantin. En fait, la BD, elle est sérieuse, elle te parle de sujets sérieux, notamment le rapport de Damien à ses parents, et à l'image de Robin bienveillante et tout. Mais il y a quand même un côté aussi très dessin animé, très conte pour enfants, très, universel, quoi, en fait. Et c'est pour moi un truc qui est vraiment à mettre aux côtés de l'île Gotham ou de ce genre de lecture qui font briller, en fait, le concept de Robin, qui, au départ, c'est juste une idée éditoriale de DC Comics pour que Batman, il ait un gamin à côté de lui pour lui faire la conversation. Hein. C'est Robin au départ. Parce qu'à l'époque, c'était lu par des gosses et qu'il fallait que les gosses puissent s'identifier. Et avoir réussi à transformer ça pour faire justement des chefs-d'œuvre de ce style-là aujourd'hui, il faut quand même un sacré niveau de talent. Et encore, même pareil, si vous n'avez pas le texte, bon, probablement que vous êtes fou dans ce cas-là ou insensible. Mais le graphisme, juste le graphisme se suffit à lui-même. Quand tu te dis que DC Comics valide des projets pareils, c'est du Black Label, on est d'accord, et qui reconnaissent justement les talents de demain comme Juniba, qui arrivent à totalement s'approprier cet univers en ne changeant rien des costumes. Mais son Batman aussi affreusement bulky, on dirait le Batman de Teen Titans Go. C'est celui qui est vraiment juste caricatural au niveau de ses structures. Quand il arrive, il met un uppercut, machin, c'est tellement manga dans la mise en scène, le truc, c'est trop marrant, ça fait très Bulma quand elle envoie Tortue Géniale balader, tu vois, c'est pas, elle lui met des patates comme ou ça. Le panda dans Ranma 1,5. Mais pour le coup, pareil, au niveau des dessins, tu vois l'influence manga, tu vois l'influence dessin animé. Mais vraiment, ça pourrait être un petit film d'animation, une petite série animée en 4 épisodes. Non, ça, un film d'animation, ça marche trop bien. Franchement, sur Adult Swim. Surtout avec le côté histoire racontée dans l'histoire, tu vois, enfin, ça marche trop bien. Ouais. Mais je pense que ça, entre guillemets, ils finiront par faire de l'animation avec Juniba parce que le mec a trop de talent et ça se voit qu'il vient justement de cette culture-là. Jusqu'à la dernière planche, justement, où t'as toute la famille Batman qui, sans Batman, part dans le vide pour sauver la ville quand il voit le Bat-Signal. Enfin, vraiment, coup de cœur absolu. Ouais. Et c'est pas juste parce qu'il est francophone et nanana. Enfin, je m'en fous complètement de ça personnellement. On l'a même toujours pas interviewé en plus. Voilà, Juni, ça fait un bail qu'on l'avait un peu repéré entre guillemets et qu'on vous en parle régulièrement. On sait que Monkey Meat c'est pas aussi bien vendu que ça malheureusement, mais bon, c'est plus compliqué à vendre. Comme on le dit souvent, un peu comme pour Aidan Sherman avec sa série détective là avec Dan Waters.
souvent quand ces grands talents arrivent, il leur faut un projet fédérateur et mainstream grand public pour que enfin les fans se rassemblent autour d'eux. Et si possible, sans trahir leur esthétique, sans faire de compromis ni rien. Là, on est exactement dans ce cas de figure. Faites lire ça à vos gamins si vous en avez, ou à vos gamines si vous en avez, ou même si vous avez aimé le Batman et Robin de Tomasi, le Damian de Patrick Gleason, L'île Gotham, Super Sons, pardon, je m'étouffe. C'est vraiment ça qu'il faut acheter. À la limite, j'aurais préféré une édition un peu plus grande, parce que c'est quand même de la belle planche à mon avis. Mais, ouais, mais même la cover est belle, il y a un petit vernis sélectif. Oui, ils ont un vernis sélectif sur la couverture. Ça fait bien plaisir, ça. C'est bien, ça. Mais, si vous aimez vraiment Tartakovsky, les Super Nana, enfin, c'est pas lui, mais la botte Dexter, et surtout Samurai Jack ou Primal, il faut lire ça, quoi. Parce que graphiquement, c'est l'héritier direct. Ouais, donc clairement, non, mais c'est la taille normale des Black Label, de toute façon, en fait, c'est par rapport, il n'y a pas de, parce que même si c'est en Black Label, il fait des planches là, il fait pas les planches, tu sais, dans le format un peu plus carré, ouais. Donc c'est juste le format un peu standard du truc, quoi. Mais oui, bon. J'ai monopolisé la parole. Hein, une artiste édition. Bah, t'as dit non. Moi, je voudrais juste en rajouter aussi sur le propos, en fait, le propos qui est hyper bien, en fait, sur ce côté d'avoir un Damian qui se cherche et qui comprend aussi que c'est le principe des Robin aussi. Et de façon plus générale, c'est que de façon générale, quand t'es face à un problème, en fait. Tu peux y arriver tout seul, tu peux aussi y arriver avec l'aide des autres, et c'est ça en fait. T'as une sorte de message vraiment très fédérateur sur le fait de c'est l'union fait la force, en fait, tu vois, un truc assez simple, mais qui est vachement essentiel de rappeler, surtout que je trouve qu'il est magnifiquement alors j'ai dit illustré, mais là je te parle pas de dessin, mais qui est vraiment superbement explicité dans le texte, en fait. C'est pas très pompeux. Et d'ailleurs, pour le coup, je sais que Johnny, il écrit en anglais ce script, donc c'est Benjamin Viette là qui a traduit le truc. Il a trop bien, enfin en VF, je trouve que le texte il est même presque inspiring, tu vois. J'ai l'impression que je sortais d'un TED Talk, et t'as un petit discours social en plus, et que j'ai que t'as un peu envie de changer le monde, tu vois. Enfin, ça donne vraiment l'envie de dire ok, non, mais très un Spider-Verse, tu vois, quelque part dans ce sens-là. Ouais. Donc non, là-dessus, moi, ça a complètement tombé sous le charme, quoi. Il y a vraiment, j'ai rien à reprocher à cet album, quoi. Vraiment, il y a pas de défaut. Je veux dire, rien n'est parfait, tu vois, mais dans le sens s'il arrive à rendre Jason Todd sympathique, c'est que déjà quand mais Jason, mais qui dit beaucoup de choses aussi, ça dit beaucoup de choses sur lui quand il enlève tu vois ses bras, tu vois son visage et tout, il y a énormément de choses qui sont dites sur ce personnage qui est et c'est pour ça ce qui est vachement aussi, c'est que effectivement tu disais qu'il revenait à l'essentiel de ce que chacun incarne, mais tu vois qu'il a compris en fait vraiment ces personnages, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils représentent, comment ils vivent, et je trouve, enfin je sais pas s'il a fait énormément de recherches, c'est juste un fan c'est sûr, c'est pas très Jokers de Robin en général, quoi, mais pardon. Mais c'est trop bien en fait d'avoir de voir une sorte de synthèse pareil si vous intéressez pas à Robin de façon générale, mais en fait c'est mieux qu'une Robin anthologie en fait, parce que ça te le dit avec une histoire qui se tient toute seule, voilà. Ça t'explique vraiment. Moi je vous le dis, je ne suis pas vraiment, je ne lis pas de comics Robin spontanément, on va dire, et pourtant celui-là je l'ai dévoré parce que juste c'est bien foutu, quoi. Et c'est un peu, tu vois, le comics Robin qui met d'accord les gens qui justement depuis toujours disent bon bah Robin c'est un peu ridicule avec les collants, le rouge, vert, jaune et compagnie. Là, vraiment, c'est le truc qui va vous dire ah ouais, ok, en fait, il y a vraiment du potentiel dans ces personnages, et tous ces personnages, individuellement et ensemble. Et limite, pareil, je pense qu'il est aussi très fan de la série Tom Taylor Nightwing, parce que tu vois vraiment comment il a compris la ligne d'arrivée qu'avait franchi Dick Grayson aujourd'hui, à tel point que ça y est, maintenant, c'est juste un nouveau rayon d'espoir pour le reste de l'univers DC, et pas seulement le fils de Batman, tu vois. Ouais, clairement. Donc voilà, hautement recommandé. Vous l'aurez compris, c'est disponible en librairie pour la somme de 20,50 €. Et on en a terminé pour ce petit Back Issues. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur vos propres lectures récentes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu, ce qui vous a plu ou pas. Si vous comptez lire un de ces bouquins dont on vous a parlé ou non. Et si vous le faites, n'hésitez pas à nous partager votre avis. On vous le rappelle sur notre plateforme, sur notre Discord. N'hésitez pas à parler de First Print autour de vous. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut!